Tu l'as vu, ce sourire. Peut-être pas une seule fois, peut-être des dizaines de fois, sans trouver les mots pour nommer exactement ce qui te dérangeait. Un sourire qui monte d'un côté du visage, pas de l'autre, asymétrique, presque imperceptible si tu ne sais pas quoi chercher. Mais une fois que tu l'as vu, vraiment vu, quelque chose dans ta mémoire se recolle. Toutes ces fois où tu t'es senti mal à l'aise sans raison apparente, toutes ces conversations qui finissaient bien en apparence et pourtant tu rentrais chez toi avec ce goût amer, ce doute, cette impression d'avoir raté quelque chose. Tu n'avais rien raté, tu voyais juste, et ton instinct te disait quelque chose que ton esprit rationnel refusait d'accepter. Jung a étudié ce sourire. Il a étudié les masques et les failles dans les masques pendant 40 ans. Et ce qu'il a découvert sur ce que l'asymétrie faciale révèle, sur ce qui se passe dans la psychologie profonde de la personne qui te le montre, est une des observations les plus précises et les plus troublantes qu'il ait formulées sur comment le mal se dissimule derrière un visage aimable. Aujourd'hui, tu vas apprendre à lire ce que ce sourire dit vraiment. Je sais ce que tu as peut-être vécu. Tu regardais quelqu'un qui te souriait. Et ce sourire, il était là, techniquement. Les coins de la bouche montaient, les dents apparaissaient. Tout le monde autour de toi voyait un sourire chaleureux. Mais toi, tu ressentais quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait moins à de la chaleur qu'à une évaluation. Comme si derrière ce sourire, il y avait un regard qui te pesait, qui te jaugeait, qui savait quelque chose que tu n'étais pas censé savoir. Et tu t'es dit que c'était toi, que tu étais paranoïaque, trop sensible, que tu cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas. Peut-être que quelqu'un t'a même dit exactement ça. Tu dramatises. Tu exagères. Tout le monde l'aime bien. Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose le dire aussi clairement. Ton instinct ne t'a pas trahi. Ton instinct lit quelque chose de réel, quelque chose que la science du comportement confirme, et que Jung avait identifié bien avant les neurosciences modernes. Le problème, ce n'était pas ta sensibilité. Le problème, c'est que tu n'avais pas les mots pour nommer ce que tu voyais. Et sans les mots, on se tait, on doute, on capitule. Aujourd'hui, tu vas avoir les mots. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer exactement ce qu'est le sourire asymétrique dans le contexte de la psychologie jungienne. Je vais te montrer les 3 types que les narcissiques et les psychopathes utilisent le plus fréquemment. Et je vais te dire comment reconnaître en temps réel ce que ce sourire trahit sur ce que la personne en face de toi ressent vraiment. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Quelqu'un dans ma vie dont le sourire me laissait toujours avec ce malaise diffus, cette tension imperceptible dans la cage thoracique. Il souriait. Tout le monde voyait quelqu'un de charmant. Et moi, je rentrais chez moi épuisé, sans comprendre pourquoi. Ce n'est que bien plus tard, après des années de formation clinique et d'immersion dans les écrits de Jung, que j'ai compris ce que j'avais vu, la haine cachée derrière un masque bien entretenu. Et cette haine avait une signature faciale précise. Jung a développé très tôt dans sa carrière le concept de persona, du mot latin pour masque. Dans le théâtre antique, les acteurs portèrent des masques qui représentèrent le personnage qu'ils jouaient. Jung a emprunté ce terme pour nommer la couche de la personnalité que nous présentons au monde, notre identité sociale, notre façade publique. La persona n'est pas mauvaise en soi, nous en avons tous une. C'est notre façon de nous adapter aux contextes sociaux, de jouer les rôles que la société attend de nous. L'employé serviable, le parent attentionné, l'ami fiable, le collègue agréable. Ces masques servent à naviguer dans le monde social. Le problème, selon Jung, survient quand la persona et la réalité intérieure de la personne sont radicalement opposées. Jung travaillait à l'hôpital psychiatrique de Burghölzli à Zurich au début du XXe siècle. Il rencontrait quotidiennement des personnalités que nous appellerions aujourd'hui narcissiques sévères ou psychopathiques. Et il observait quelque chose de fascinant. Ces personnalités avaient développé une persona extraordinairement sophistiquée, un masque social d'une précision remarquable, charmant, attentif, empathique en apparence. Mais sous ce masque vivait ce que Jung appelait l'ombre, la partie de la personnalité refoulée, niée, dissimulée. Chez ces profils,
L'ombre contenait des émotions que la persona ne pouvait pas montrer, le mépris, la rage, la satisfaction cruelle, la domination. Et voici l'observation qui m'a arrêté la première fois que je l'ai lu dans ses écrits. Jung avait remarqué que l'ombre finit toujours par se montrer. Pas dans les grandes explosions, celles-là, les personnalités dangereuses les contrôlent très bien, mais dans les micro-signaux, les expressions faciales fugaces, les moments où le masque se fissure pendant une fraction de seconde. Et la fissure la plus fréquente se produit dans le sourire. J'ai découvert quelque chose qui change tout sur la façon dont tu vas lire les visages à partir d'aujourd'hui, mais d'abord, il faut que tu comprennes exactement pourquoi le visage ne peut pas mentir entièrement, même quand la personne en face de toi y met toute sa volonté. Le visage humain est contrôlé par deux systèmes nerveux distincts. Le premier, le système moteur volontaire. C'est le système que tu utilises quand tu décides consciemment de sourire pour une photo, quand tu choisis d'avoir l'air contente. Ce système contrôle principalement les muscles autour de la bouche, les zygomatiques majeurs. Tu peux les activer à volonté. Tu peux produire un sourire techniquement correct sur commande. Le second, le système moteur involontaire. Ce système contrôle les muscles orbiculaires, ceux autour des yeux, et certains muscles des joues et du front. Ces muscles ne répondent pas facilement à la commande volontaire. Ils s'activent spontanément quand une émotion est authentique. C'est pour cette raison qu'un sourire sincère, ce qu'on appelle le sourire de Duchenne, identifié par le neurologue Guillaume Duchenne au XIXe siècle, et étudié ensuite par le psychologue Paul Ekman à travers son système de codage des actions faciales, engage simultanément les deux systèmes. Les coins de la bouche montent, ET, les muscles autour des yeux se contractent, créant ces petites rides caractéristiques au coin des yeux. Un sourire fabriqué n'engage que le système volontaire. La bouche sourit, les yeux restent plats, mais l'asymétrie révèle quelque chose de plus subtil encore. Quand une personne éprouve une émotion réelle, et simultanément tente de la dissimuler derrière une émotion affichée, les deux systèmes entrent en conflit. Le système involontaire commence à exprimer l'émotion réelle. Le système volontaire tente de la couvrir avec l'émotion affichée. Et ce conflit produit une asymétrie. D'un côté du visage, l'émotion réelle fuit légèrement. De l'autre côté, la façade tient mieux. Ce que tu as vu sur ce visage, ce jour-là, ce n'était pas ton imagination. C'était le masque qui se fissure, l'ombre qui fuit par la fracture. Et cette fissure a une forme. 3 formes, exactement. Que j'ai observées et documentées en 15 ans de travail clinique avec des survivants de violences narcissiques. Laisse-moi te décrire ces 3 types avec précision. Parce que les connaître, c'est ne plus jamais pouvoir être aveuglé par eux. Le premier type, le sourire de mépris déguisé, c'est le plus fréquent et le plus difficile à attraper. Il ressemble à de la chaleur. La bouche monte des deux côtés, mais légèrement plus d'un côté que de l'autre. Le côté qui monte moins, c'est le côté où le mépris réel fuit. Il y a souvent une légère tension dans la joue de ce côté-là, comme si un muscle résistait à l'ordre de sourire sincèrement. Les yeux, eux, ne participent pas vraiment. Il peut y avoir un léger plissement, mais ce n'est pas la contraction orbiculaire du sourire de Duchenne. C'est une imitation du plissement. Un plissement conscient, pas spontané. Ce sourire dit « je te tolère, je joue le jeu », mais en dessous tu ne m'intéresses pas, ou pire, tu me dégoûtes. Tu l'as peut-être vu après une réussite que tu partageais, quand tu annonçais une bonne nouvelle que tu espérais célébrer ensemble. Et au lieu de la joie spontanée, tu recevais ce sourire, symétrique en surface, asymétrique dans les détails, et tu repartais avec l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir dit quelque chose de mal, d'avoir eu tort d'être contente. Non, tu n'avais pas tort, tu avais vu le mépris. Le deuxième type, le sourire de triomphe déguisé. Celui-là est plus difficile à attraper parce qu'il ressemble à de la satisfaction partagée. Il apparaît dans des moments de succès commun, quand quelque chose fonctionne dans la relation ou dans un projet. Mais si tu regardes attentivement, tu vas remarquer une asymétrie très particulière. Le coin d'un côté de la bouche monte légèrement plus haut que l'autre. Et dans ce côté, il y a quelque chose que je peux seulement décrire comme de la suffisance. Une légère tension vers le haut, vers l'extérieur. Pas de la joie partagée, de la victoire personnelle.
Parce que pour le narcissique, les moments de succès partagés ne sont jamais vraiment partagés. Ils sont comptés, catalogués, stockés dans une économie intérieure de domination. Si quelque chose se passe bien, c'est parce qu'il l'a permis. Ou mieux encore, parce que tu as besoin de lui pour que ça se passe bien. Ce sourire dit « je gagne » et tu ne le sais même pas. Jung aurait appelé ce moment la manifestation de l'archétype du trickster, le trompeur, qui se délecte secrètement de sa domination pendant que l'autre croit à un échange égal. Le troisième type, le sourire de satisfaction cruelle, c'est le plus rare dans sa forme visible, mais le plus important à reconnaître, parce qu'il apparaît au moment où tu souffres. Ça paraît incroyable, je sais. Mais en clinique, ce signal est documenté. Il a un nom technique. La micro-expression de jouissance à la souffrance d'autrui. En allemand, il y a un mot pour ça, Schadenfreude, et les recherches en neurosciences sociales ont démontré que certains profils de personnalité expérimentent une activation des centres de récompense du cerveau en réponse à la douleur d'autrui. Ce sourire est fugace. Il dure moins d'une demi-seconde. Il apparaît quand tu lui annonces quelque chose de douloureux pour toi, quand tu pleures, quand tu confesses une peur. Et il disparaît avant même que ton cerveau conscient ait eu le temps de le nommer. Mais ton amygdale, elle, l'a enregistré. Ce signal de danger ultra rapide que le cerveau émotionnel traite en dessous du seuil de la conscience. C'est pour ça que tu te sentais mal à l'aise sans pouvoir expliquer pourquoi. Tu venais de partager ta vulnérabilité, et pendant une fraction de seconde, tu avais vu quelqu'un en tirer une satisfaction tranquille. Ton cerveau savait. Il te manquait juste les mots. Ces trois types de sourires que je viens de te décrire, les narcissiques eux-mêmes ne savent souvent pas qu'ils les font. Ce n'est pas un mensonge conscient, c'est quelque chose de plus profond, de plus révélateur. Et c'est justement pour ça que c'est une preuve que tu ne peux pas ignorer. Laisse-moi te parler de Sophie. Sophie avait 37 ans quand elle est venue me consulter pour la première fois. Mariée depuis 8 ans à un homme que tout le monde adorait. Charmant, social, généreux en apparence. Des amis partout, la réputation d'un homme bien. Elle m'a dit, lors de notre première séance, quelque chose que j'entends souvent mais qui ne m'affecte jamais moins. Je dois être folle. Tout le monde dit qu'il est formidable. Et moi, j'ai l'impression de vivre dans une maison où l'air est empoisonné, mais je ne vois pas le poison. J'ai demandé à Sophie de me décrire les moments où elle se sentait le plus mal. Et au milieu de la liste, au milieu des épisodes de gaslighting, des humiliations subtiles, des retournements de situation, elle m'a dit quelque chose. Il sourit d'une façon bizarre quand je pleure, un tout petit sourire d'un côté de la bouche. Ça dure une seconde et après il fait l'air préoccupé. Et moi je me dis que j'ai imaginé. Que je suis paranoïaque. Elle n'avait pas imaginé. Ce qu'elle décrivait avec une précision remarquable, sans jamais avoir eu les mots pour le nommer, était le troisième type. Le sourire de satisfaction cruelle. Et le fait qu'elle l'avait vu, enregistré, et que son instinct avait sonné l'alarme, était une preuve supplémentaire de quelque chose d'important. Les empathes ne sont pas des victimes passives de narcissiques. Les empathes sont des détectrices ultra-sensibles que les narcissiques manipulent précisément parce qu'ils doivent travailler très dur pour dissimuler ce que les empathes voient naturellement. La différence, c'est d'avoir le vocabulaire pour faire confiance à ce qu'on voit. Quand Sophie a compris ce qu'elle avait observé, quand elle a eu le nom, le mécanisme, la validation clinique, quelque chose s'est passé dans son regard. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus fondamental. La réorientation. Le moment où ta boussole interne se recalibre sur le vrai nord. Elle m'a dit, « Donc je n'ai pas imaginé. » Non, Sophie. Tu n'as pas imaginé. Maintenant, la question pratique que tu te poses probablement. Comment le voir? En temps réel, dans une conversation, sans avoir l'air d'analyser obsessionnellement le visage de tout le monde. Je vais te donner une méthode simple, applicable immédiatement. Premièrement, cesse de regarder la bouche. C'est un instinct que nous avons tous. Nous regardons naturellement la bouche de notre interlocuteur pendant une conversation. Mais la bouche est la partie du visage la plus facile à contrôler volontairement. Les narcissiques savent gérer leur bouche. Déplace ton attention, regarde les yeux, et plus précisément,
Regarde le mouvement des muscles autour des yeux. Pas dans les yeux, mais autour. Est-ce que les coins extérieurs des yeux se contractent quand la personne sourit? Est-ce que de petites rides fugaces apparaissent au coin des yeux? Si oui, le sourire est probablement authentique, ou du moins implique un effort émotionnel réel. Sinon, si la bouche sourit et que les yeux restent plats, tu es face à un sourire volontaire, fabriqué. Deuxièmement, observe le timing. Un sourire authentique apparaît légèrement après le déclencheur émotionnel. Il y a une fraction de seconde de délai, parce que l'émotion doit être ressentie avant d'être exprimée. Un sourire fabriqué, lui, peut apparaître immédiatement, sur commande, avant même que la situation le justifie. Troisièmement, observe la disparition. Un sourire authentique se défait naturellement, progressivement. Un sourire fabriqué tombe. Il se défait trop rapidement, de façon un peu abrupte, comme si la personne avait arrêté de le maintenir consciemment. La bouche revient à la neutralité en une fraction de seconde. Et quatrièmement, fais confiance à ta sensation corporelle. Ton amygdale traite les signaux de danger en 33 millisecondes, bien avant que ton cortex préfrontal ait eu le temps de formuler une pensée. Ce malaise dans la poitrine, cette légère contraction dans le ventre, ce recul imperceptible que ton corps fait, ce ne sont pas des signes que tu es trop sensible. Ce sont des signes que ton système nerveux a détecté quelque chose avant toi. Jung l'avait formulé avec une clarté que je reviens régulièrement chercher dans ses écrits. Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Nie ce que ton corps sait, et le masque gagne. Accepte-le, et tu commences à voir. En 15 ans de pratique clinique, j'ai observé que les survivants de violences narcissiques ont systématiquement rapporté avoir perçu quelque chose d'anormal dans le sourire de leur partenaire ou de leurs proches toxiques. Certains dès les premières semaines de la relation. Avant même les premiers actes de manipulation explicite, leur détecteur fonctionnait. Leur confiance en leur détecteur, non. Et c'est exactement pour ça que je dois t'expliquer maintenant ce que Jung a révélé sur pourquoi ce conflit entre la persona et l'ombre produit invariablement cette fissure dans le sourire. Parce que quand tu comprends le mécanisme profond, tu ne peux plus jamais être convaincu que tu imagines. Voici ce que peu de gens comprennent vraiment sur ce phénomène. Le sourire asymétrique n'est pas seulement un signe comportemental. Il est la manifestation visible de ce que Jung appelait le conflit entre la persona et l'ombre. La persona, le masque du charmant, du sympathique, du bienveillant, est construite délibérément pour servir un but précis, extraire de la valeur de l'environnement social, de l'attention, de l'admiration, de l'affection, de la confiance. L'ombre, elle, cette partie refoulée, niée, dissimulée de la psychologie du narcissique, contient ce qui n'est pas socialement acceptable, le mépris des autres, la conviction secrète d'être supérieur, la satisfaction à la souffrance d'autrui, la rage d'être contraint à jouer un rôle. Ces deux couches coexistent en permanence. La persona est maintenue avec un effort conscient constant, et comme tout effort conscient, il a des moments de défaillance. Ces moments de défaillance sont les fissures. Et la fissure la plus commune est le sourire asymétrique. Parce que l'ombre ne peut pas être réprimée indéfiniment. Elle cherche toujours une sortie, un relâchement, une microseconde où le masque n'est plus aussi parfaitement ajusté. Et ce relâchement, il se produit dans les muscles involontaires du visage, ces muscles que le système moteur volontaire ne contrôle pas complètement. Ce que tu voyais, c'était l'ombre qui fuyait. Ce que tu ressentais, ce malaise, ce recul, cette alarme imperceptible, c'était ton système nerveux qui enregistrait l'incohérence, la dissonance entre ce que la persona affichait et ce que l'ombre trahissait. Jung écrivait « L'ombre est la chose qu'une personne n'a aucune envie d'être ». C'est vrai pour tout le monde. Nous avons tous une ombre. Nous cachons tous des parties de nous-mêmes que nous trouvons inacceptables. C'est une partie normale de la psychologie humaine. Mais chez le narcissique et le psychopathe, l'ombre n'est pas simplement le résidu des insécurités ordinaires ou des peurs banales. L'ombre de ces profils contient ce que Jung décrivait comme les pulsions les plus primitives et les plus destructrices, la domination, le mépris, la jouissance cruelle. Et maintenant, la révélation. Cette capacité que tu as de détecter cette dissonance,
Cette sensibilité extraordinaire aux micro-expressions, aux incohérences non verbales, aux signaux d'ombre qui percent le masque, n'est pas une vulnérabilité. C'est une force. Et non seulement c'est une force, c'est précisément ce que le narcissique craint le plus en toi. Avant d'aller plus loin, parce qu'il reste encore quelque chose d'essentiel à te dire, je veux prendre un moment pour quelque chose qui vient du cœur. Si ce que tu entends aujourd'hui t'apporte de la valeur, si ça te donne les mots pour ce que tu as toujours su, mais n'arrivais pas à nommer, si ça te libère d'un doute ou d'une culpabilité que tu portais depuis trop longtemps, il y a le bouton Super Thanks en dessous de cette vidéo. Quand tu l'utilises, tu m'aides directement à continuer ce travail, à faire des recherches approfondies, à préparer des contenus qui vont vraiment au fond des choses, à te donner les outils que la psychologie de terrain a à offrir. Et en remerciement, dans les commentaires fixés en dessous, je laisse toujours des conseils supplémentaires que je ne partage nulle part ailleurs, des clés pratiques que tu pourras appliquer immédiatement dans ta vie. Revenons maintenant à ce qui est le plus important. Parce que ce que je vais te dire, sur ce que ta capacité de détection signifie réellement, sur ce qu'elle révèle sur toi et sur ce que le narcissique en fait, va peut-être changer fondamentalement la façon dont tu te regardes. Voici ce que le narcissique ne veut absolument pas que tu comprennes. Ta sensibilité aux micro-expressions, aux asymétries faciales, aux signaux d'ombre, cette sensibilité n'est pas une faiblesse qu'il a exploitée. C'est son ennemi numéro 1. Et il le sait. Le narcissique fonctionne sur la dissimulation. Son système entier, son accès à l'attention, à l'admiration, à la confiance, au contrôle, dépend de la capacité de son masque à tenir. La persona doit rester intacte. Le sourire doit convaincre. L'empathie simulée doit passer pour de l'empathie réelle. Si tu vois la fissure, si tu détectes l'asymétrie, si tu nommes ce que tu vois, si tu cesses de te laisser convaincre que tu imagines, son système entier commence à dysfonctionner. Parce que sans crédulité de ta part, il n'y a pas de persona qui tienne. Sans ton aveuglement volontaire, il n'y a pas de masque qui fonctionne. Ton regard est ce qu'il craint le plus. Pas ta colère, pas tes larmes, pas tes ultimatums, ton regard clair, ton discernement, ta capacité à voir ce qu'il n'a pas voulu montrer. Jung écrivait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. » Mais il existe une troisième forme de regard, celui qui voit l'autre avec une clarté que l'autre lui-même ne s'accorde pas. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu lis ce sourire asymétrique correctement. Tu vois son ombre avant même qu'il en soit conscient lui-même. Et ça, c'est terrifiant pour lui. En 15 ans de clinique, j'ai observé ce qui se passe dans les relations narcissiques quand la personne ciblée commence à nommer ce qu'elle voit. Les perturbations dans le comportement du narcissique sont immédiates et disproportionnées. Pas parce qu'elle l'a blessé, il ne se blesse pas de la même façon que toi, mais parce qu'elle a brisé le seul outil dont il dispose pour maintenir le contrôle, l'illusion. Le sourire asymétrique, une fois vu et nommé, perd tout son pouvoir. Ton instinct t'a protégé depuis le début, même quand tu ne savais pas pourquoi tu te sentais mal, même quand les autres te disaient que tu avais tort, même quand lui-même te convainquait que tu imaginais. Ton amygdale voyait, ton corps enregistrait, et quelque chose en toi résistait. Cette résistance, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la survie psychologique, c'est de la lucidité. Et c'est la même chose que Jung appelait la capacité d'individuation, la capacité de voir la réalité avec une clarté qui dépasse la pression sociale, les manipulations, les masques soigneusement construits. Tu n'étais pas faible de ne pas avoir su mettre les mots dessus. Tu étais seul avec une perception juste, dans un monde qui te disait que tu avais tort. Maintenant, tu as les mots. Alors que fait-on de tout ça? Premièrement, tu arrêtes de te confier à des personnes dont le sourire ne te convainc pas. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'hygiène relationnelle. Si quelqu'un te sourit et que ton corps dit « quelque chose ne colle pas », tu n'es pas obligé d'ignorer ton corps pour être poli. Tu n'es pas obligé de partager ta vulnérabilité avec quelqu'un dont le sourire de Duchesne ne s'active jamais. Deuxièmement, tu réhabilites ton propre témoignage. Pendant peut-être des années, on t'a dit que tu voyais des choses qui n'existaient pas, que tu étais trop sensible, que tu dramatisais.
La neurologie du visage humain confirme que ce que tu voyais existait réellement. Le sourire asymétrique est un signal physiologique, pas une projection. Ton témoignage sur ta propre expérience est valide. Troisièmement, tu changes ta définition de la force. La culture populaire associe souvent la force à l'insensibilité, à la capacité de ne pas se laisser affecter, de passer au travers sans se laisser toucher. Mais Jung et la psychologie contemporaine nous dit exactement le contraire. La véritable force est la sensibilité maîtrisée, la capacité de recevoir des signaux subtils, de les traiter et d'agir en conséquence, sans être paralysé par eux, mais sans les ignorer non plus. Ce que tu as, toi, cette capacité à détecter les micro-expressions, les asymétries, les incohérences non verbales, est une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne. C'est ce que les recherches en psychologie appellent l'hypervigilance adaptive chez les survivants de relations narcissiques. Ce n'est pas du trauma, c'est du talent, forgé dans la douleur. Et comme tout talent, il se développe avec la pratique, la connaissance et la confiance en soi. Quatrièmement, tu utilises ce regard pour construire des relations réelles, parce que le sourire asymétrique des personnalités dangereuses est une fissure. Mais le sourire symétrique, le sourire de Duchenne authentique, le sourire où les yeux participent et où les muscles orbiculaires se contractent spontanément, celui-là est une porte. Il te dit, ici, il y a quelqu'un de vrai. Il y a quelqu'un dont l'émotion exprimée correspond à l'émotion ressentie. Il y a quelqu'un avec qui l'investissement émotionnel que tu donneras ne tombera pas dans un puits sans fond. Le regard qui détecte le faux détecte aussi le vrai. Et c'est peut-être ça, la guérison la plus profonde. Pas la capacité de ne plus jamais faire confiance, mais la capacité de distinguer à qui faire confiance, avec une précision que tu n'avais peut-être pas avant parce que tu n'avais pas les outils. Maintenant, tu les as. Je veux te dire quelque chose avant de terminer. Quelque chose de personnel. Pendant des années, j'ai travaillé dans des environnements professionnels très compétitifs. Et j'ai appris, à mes dépens, à reconnaître ce sourire. Ce sourire qui dit un bravo et qui pense « je te surveille ». Ce sourire de collègue qui célèbre ta réussite avec une bouche qui monte et des yeux qui restent de froid. Et chaque fois que je me surprenais à nommer ce que je voyais, quelqu'un dans la pièce me regardait avec cet air légèrement condescendant. « Tu es trop méfiante. Détends-toi. » Aujourd'hui, je ne me détends plus sur ce point. Parce que Jung m'a appris que la clarté n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse, et que voir ce que les autres refusent de voir n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Ce que tu vois est réel, ce que tu ressens est valide, et la confiance que tu accordes désormais, avec discernement, avec les yeux ouverts, est une confiance qui ne te coûtera plus ce que les précédentes t'ont coûté. Si ce que nous avons exploré aujourd'hui te parle, si tu reconnais quelqu'un dans ce que je t'ai décrit, ou si tu réalises que ton propre instinct t'a protégé bien mieux que tu ne le pensais, j'ai des conseils pratiques supplémentaires que je veux partager avec ceux qui soutiennent ce travail. Clique sur Super Thanks en dessous de cette vidéo. Ce geste concret me permet de continuer à faire des recherches approfondies, à préparer des contenus qui vont vraiment au fond, pas des raccourcis, pas des simplifications, mais la vraie profondeur de ce que Jung et la psychologie clinique ont à nous offrir. En retour, dans les commentaires fixés de cette vidéo, je vais publier 5 signaux supplémentaires liés au sourire et à la gestuelle faciale, des signaux que je n'ai pas eu le temps de couvrir ici et qui vont compléter ton alphabet de détection. Notamment ce que le sourire qui précède une attaque révèle et comment distinguer la timidité authentique du sourire de triomphe déguisé. Tu mérites d'avoir les outils complets, pas seulement les grandes lignes. Et maintenant, je veux entendre de toi. Est-ce que tu l'as reconnu, ce sourire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, ou quelqu'un que tu as connu, dont le sourire t'a déjà mis mal à l'aise pour des raisons que tu ne savais pas nommer? Dis-le dans les commentaires. Pas pour raviver de la douleur, mais parce que nommer ce qu'on voit est le premier acte de libération. Et parce que, peut-être, quelqu'un d'autre va lire ton commentaire et réaliser « Moi aussi, je n'ai pas imaginé ». Abonne-toi si cette vidéo t'a donné quelque chose, parce qu'il reste encore beaucoup à décoder, et ce que nous allons explorer dans les prochains jours sur la psychologie des personnalités prédatrices
Va encore aller plus loin dans ce travail de décryptage que tu es en train de faire. Tu n'as pas imaginé. Tu as vu. Et maintenant tu sais exactement ce que tu as vu.